C'est une histoire méconnue, qui pourtant a façonné notre monde. Une histoire de migrants et de réprouvés. L'histoire de ces millions d'Européens de langue allemande qui ont dû fuir la famine et les hivers glaciaux, les persécutions religieuses et les guerres, pour rejoindre des contrées dont ils ne savaient rien. Beaucoup d'Allemands ont perdu tout espoir d'un avenir meilleur. Et ils ont été contraints à l'exil. Dans la zone de peuplement elle-même, les migrants étaient confrontés à des défis majeurs. Une épopée qui débute en 1618 sur les bords du Rhin et qui va s'étendre sur plus de 3 siècles et sur 4 continents. Les recruteurs de migrants se faisaient concurrence dans toute l'Europe germanophone. Ils promettaient l'aventure, mais surtout une vie meilleure. C'est grâce au travail des historiennes et des historiens que nous redécouvrons les récits oubliés de ces femmes et de ces hommes. Des récits qui permettent de mettre un nom sur ces trajectoires de migrants. Beaucoup sont morts au cours du voyage. Ils se sentiront, pour beaucoup d'entre eux, très vite abandonnés. En fait, ils sont mis aux enchères. Pour le pire comme pour le meilleur, ils écrivent l'histoire de leur pays d'accueil. Au dos des carnets venus d'Allemagne figurait la devise « Souviens-toi que tu es allemand ». Ils et elles étaient des millions. Et leur histoire éclaire d'un jour nouveau notre passé. Les migrants germanophones qui s'aventurent au-delà des mers et des océans au cours du 19e siècle se comptent en millions. Qu'ils soient attirés par l'or ou les terres fertiles du Nouveau Monde, qu'ils fuient la répression des révoltes ou la conscription militaire, tous vont être sommés de choisir à quelle nation ils appartiennent. Depuis une décennie, l'Europe du Rhin et du Danube a été ravagée par les catastrophes climatiques et les fléaux agricoles, plongeant du jour au lendemain le monde paysan dans la misère. La maladie de la pomme de terre, qui s'est répandue sur le continent au cours de la moitié du 19e siècle, a été particulièrement meurtrière, poussant des millions de migrants vers l'exil. La Suisse est à cette époque dévastée par les mauvaises récoltes. La région de Glaris est particulièrement atteinte. Pour pallier la prolifération de la misère dans le canton, les autorités proposent des prêts aux plus pauvres pour les encourager au départ vers l'Amérique. L'un des premiers à partir est Heinrich Lienhardt. Pour lui, ce voyage était un rêve d'enfant que son père lui refusait, préférant qu'il s'occupe des terres familiales. Mais face à la situation calamiteuse de la région, il s'est résolu à laisser partir son fils rejoindre des cousins en Amérique. En 1843, Heinrich a 21 ans lorsqu'il part rejoindre le port du Havre pour traverser l'Atlantique. Arrivé à la Nouvelle-Orléans, après 2 mois de voyage, il remonte le Mississippi et s'installe dans l'Illinois, où il travaille comme ouvrier agricole. Des compatriotes lui parlent de la Californie, la nouvelle terre promise des immigrants. Là-bas, une colonie aurait vu le jour, la Nouvelle-Helvétie, fondée par un pionnier suisse, un certain John Sutter. L'historienne Rachel Huber a étudié de près sa légende. John Sutter était un pionnier. Il a été l'un des premiers à partir vers l'ouest et à emprunter la piste de l'Oregon. Il s'inscrit dans le grand récit de la conquête de l'Ouest.
Du point de vue des Américains blancs, cette histoire de héros est considérée comme le récit fondateur de l'Amérique. Elle célèbre le courage et l'intrépidité de ces hommes partis à la conquête de territoires inconnus et qui ont rendu la terre cultivable. C'est en quelque sorte le cœur de l'identité américaine. Ce récit légendaire a été immortalisé au cinéma pendant le Troisième Reich par le cinéaste Louis Strenker. La légende de John Sutter raconte qu'il a bâti un fort en Californie, dans un territoire où nul autre Européen n'avait osé s'aventurer avant lui. Il rêvait d'en faire un paradis agricole pour attirer ses compatriotes et l'a baptisé la Nouvelle-Helvétie. Les historiennes et les historiens ont commencé à déconstruire ces récits héroïques, à les remettre en question et à relire des témoignages de l'époque d'un œil critique. Parmi eux figurait notamment celui de Heinrich Lienhard, un témoin longtemps resté dans l'ombre et qui n'apparaissait dans aucun récit classique sur la Californie et la conquête de l'Ouest. Dans son manuscrit, conservé depuis des décennies à la Bancroft Library de Berkeley et récemment redécouvert par des historiens comme Rachel Huber, Heinrich Lienhard décrit son périple à travers l'Ouest américain sur le California Trail. 3000 km de pistes à parcourir à pied ou à cheval, à travers les montagnes rocheuses et le désert du Nevada, pour rejoindre le fort Sutter. Le soleil était brûlant. La soif devenait insupportable. Et nous commencions à craindre que nos bêtes ne tiennent pas le coup. Et puis enfin, après des heures qui semblaient interminables, les chariots se sont arrêtés. Nous avons contemplé le paysage de la vallée de l'Ours et nous avons hurlé 3 fois « Hurrah !» Après avoir marché encore 1 mile, est apparu légèrement surélevé le tant convoité fort Sutter. Lorsqu'on accomplit un tel voyage et que l'on arrive à destination sain et sauf, on ne peut être que reconnaissant envers le destin. Heinrich rencontre John Sutter, son célèbre compatriote, qui lui confie la supervision de la main-d'œuvre autochtone du fort. Une bénédiction pour ce jeune immigré, après tant de sacrifices. Mais Heinrich va vite déchanter. Ce qui a le plus choqué Heinrich, c'était la manière dégradante dont les travailleurs autochtones étaient traités. Ils vivaient dans des conditions proches de l'esclavage. La nuit, on les enfermait dans une sorte de cage. D'après le manuscrit de Heinrich Lienhard, on leur servait de la nourriture dans une auge à cochon, en plein soleil, au milieu de la cour. Ils étaient censés se nourrir comme des bêtes. Sutter traitait délibérément les autochtones comme des animaux, dans le but de les rabaisser et de les déshumaniser. Heinrich a été témoin de ces scènes et les a décrites comme immorales et insupportables. Au fil des mois, Heinrich découvre la sombre réalité de la Nouvelle-Helvétie, établie sur les terres spoliées des Amérindiens. Car derrière les murailles du fort Sutter, c'est l'horreur qui règne. On est bien loin du paradis que ses compatriotes lui avaient promis. Sutter était un alcoolique. Il avait beaucoup baissé dans mon estime. Je ne pouvais pas me résoudre à respecter quelqu'un qui est saoul du soir au matin. Mais, à force de le côtoyer, j'ai découvert qu'il avait des défauts bien plus graves encore. Dans l'antichambre, à côté de son bureau, il y avait toujours un certain nombre d'indiennes. Celles-ci, disait-on, constituaient pour Sutter une sorte de harem et devaient être à sa disposition à tout moment. Au début, je trouvais ça étrange que des jeunes filles indiennes, certaines avaient à peine 12 ans, rôdent dans le fort souvent malades, et que l'on dise soudain qu'elles étaient mortes
jusqu'à ce que je comprenne le sort qui leur était réservé. Un soir, près de la bergerie, alors qu'il est sur le point de s'endormir, Heinrich surprend une conversation. Des travailleurs du fort parlent avec nostalgie de leur passé, avant que ceux qu'ils nomment les méchants blancs n'arrivent pour les chasser de leurs terres ou les réduire en servitude. Ces mots provoquent en lui un choc, comme si on lui tendait pour la première fois un miroir. La conversation à mi-voix des Indiens m'avait rendu pensif. J'ai essayé de me mettre à leur place. Je me suis demandé comment j'aurais vécu d'être chassé de ma patrie et de celle de mes ancêtres. J'avoue qu'un sentiment de vengeance m'a envahi. Je ne doute pas qu'il y ait parmi les Indiens assez d'hommes qui pensent de même. Mais leur résistance ne ferait que les conduire chaque fois plus vite vers leur perte certaine. Le sombre avenir que Heinrich redoute pour les populations Nisnan, Miwok ou Patwin ne tarde pas à s'accomplir. Le 24 janvier 1848, une pépite d'or est découverte sur les terres de John Sutter. Le mot se répand comme une traînée de poudre, à l'est des États-Unis, puis en Europe. Et en quelques mois, des dizaines de milliers de migrants européens déferlent sur la Nouvelle-Helvétie. C'est la ruée vers l'or. La violence n'a cessé de s'intensifier. Les chercheurs d'or voulaient se débarrasser des populations autochtones pour s'emparer de leurs terres. La brutalité à leur égard ne faisait qu'empirer, et Heinrich Lienhard ne pouvait plus le supporter. Heinrich n'y tient plus. Cette violence est insupportable. Il quitte définitivement la Nouvelle-Helvétie et finira ses jours comme fermier dans l'Illinois. L'année suivant son départ, en 1851, l'Assemblée du jeune État de Californie autorise la servitude forcée et crée les conditions favorables au lynchage à mort des populations autochtones. Le récit d'Heinrich Lienhard est d'autant plus précieux que son empathie envers les peuples autochtones est rare parmi les migrants européens. C'est en travaillant sur son manuscrit que les historiens comme Rachel Huber ont pu récemment défaire la légende de John Sutter et mettre à mal la vision édulcorée des premières migrations européennes dans l'Ouest américain. Une vision où le sort funeste des peuples autochtones n'avait pas sa place. Pour moi, le manuscrit de Lienhard a été une révélation, car je n'avais encore jamais rien lu sur l'histoire de la Californie à l'époque de la ruée vers l'or qui soit aussi intime et empreint d'empathie. Lienhard observait les événements avec un profond sens de la justice et les retranscrivait sans aucune arrière-pensée. C'est ce qui fait toute la valeur de ce manuscrit. En février 1848, partout en Europe, les cadences infernales et les bas salaires poussent à bout les ouvriers. Les grèves se multiplient et la colère déborde dans les rues. Lorsque les Français obtiennent la chute du roi Louis-Philippe, l'insurrection se répand dans le pays de Bade, de l'autre côté du Rhin, puis dans de nombreux États allemands. C'est le début du printemps des peuples. Cet épisode révolutionnaire va provoquer une nouvelle vague de migration germanophone vers les Amériques. On les surnomme les 48ards, des réfugiés politiques qui, en fuyant la répression, ont emporté dans leur bagage leur soif de justice et leurs idéaux révolutionnaires. C'est aux archives de Milwaukee que l'historienne Alison Efford s'est plongée dans l'histoire de cette génération de 48ards qui a profondément bouleversé le paysage politique américain. Alison Efford a notamment découvert le destin hors du commun d'une écrivaine et journaliste, née dans la Rhénanie du Nord, Mathilde Anneke. Mathilde Anneke a laissé derrière elle de nombreux précieux documents, 8 boîtes entières de lettres qu'elle a conservées au fil des ans.
C'est une chance inouïe qu'elle ait autant écrit et qu'elle ait pris soin de tout préserver. Cela nous a permis, en tant qu'historiens, de retracer l'ensemble de son parcours. Mathilde Anneke a 31 ans quand elle se retrouve au cœur de cette agitation révolutionnaire. Elle vient d'une famille aisée, ruinée par de mauvais placements financiers. À 19 ans, elle a été forcée de se marier à un négociant en vin pour éponger les dettes de sa famille. C'est de cet abus qu'elle puise sa colère et sa soif de justice. Ce mariage était un véritable enfer. Son époux buvait trop et se montrait violent envers elle. Mathilde Anneke a donc dû se battre pour obtenir le divorce et la garde de sa fille. Et c'est précisément ce combat qui l'a profondément radicalisée. Libérée du joug d'un mari violent, Mathilde devient la femme qu'elle veut être. Elle fréquente les cercles d'intellectuels radicaux et fait la connaissance de son second mari, Fritz Anneke, l'un des leaders du mouvement communiste. En 1848, lorsqu'éclate le printemps des peuples, le jeune couple rejoint les révolutionnaires à Cologne. Il s'agit d'un événement majeur à Cologne. Des barricades sont dressées dans les rues. Fritz Anneke, le second mari de Mathilde, est très engagé aux côtés des ouvriers dans ces mouvements de protestation. Mathilde et lui publient des journaux et organisent des réunions chez eux pour rassembler différents groupes radicaux. Mathilde est véritablement au cœur de cette effervescence intense, prête à en découdre avec les autorités prussiennes. Mathilde ne se contente pas de penser la révolution. Elle prend les armes pour la faire advenir. Elle rejoint les troupes à Rastatt, dans le Grand-Duché de Bade, l'épicentre de la Révolution, où les insurgés viennent de proclamer la République. Hélas, le 23 juillet 1849, la forteresse est prise par les troupes prussiennes. C'en est fini du printemps des peuples. Les responsables sont exécutés. Mais Mathilde parvient à s'échapper avec son mari. Comme des milliers d'autres insurgés en fuite, elle met le cap sur les États-Unis. Contrairement à l'Europe, qui vient d'écraser leur rêve de liberté, l'Amérique affiche sa croyance en la démocratie. Des centaines, voire des milliers d'Allemands politiquement engagés ont été contraints à l'exil après l'échec des révolutions de 1848-1849. Ils formaient une véritable diaspora de réfugiés politiques. Sans compter tous les autres, ceux qui n'avaient pas pris part au soulèvement, mais qui ont perdu tout espoir d'un avenir meilleur. Résultat, dans les années 1850, près d'1 million de germanophones quittent l'Europe pour s'installer aux États-Unis. Des centaines de milliers de migrants se dirigent vers le Midwest, attirés par les grandes étendues agricoles et le climat tempéré. Milwaukee, notamment, devient l'une des villes les plus allemandes des États-Unis. C'est ici que Mathilde reprend la lutte. Elle se lie au chef de file des cercles féministes et abolitionnistes américains et devient rapidement une figure incontournable du mouvement. En 1852, Mathilde publie le tout premier journal féministe fondé et dirigé par une femme aux États-Unis. Et ce numéro, publié à Milwaukee, était rédigé en allemand. Et c'est dans ce Deutsche Frauenzeitung, le journal des femmes allemandes, qu'elle affirme aussi pour la première fois, en 1852, que les femmes devraient avoir le droit de vote.
Une rencontre va bouleverser la vie de Mathilde. Il s'agit de Mary Booth, une écrivaine et militante abolitionniste d'origine anglaise. Les deux femmes ne se quittent plus et militent ensemble jour et nuit pour l'abolition de l'esclavage. Milwaukee, du fait de l'influence de l'immigration allemande, est alors l'un des bastions de l'abolitionnisme. Onze États du sud des États-Unis, dont l'économie repose essentiellement sur l'esclavage, refusent son abolition et décident de faire sécession. Ils déclarent la guerre au gouvernement et aux États du Nord, partisans de l'union menée par le président Abraham Lincoln. Au départ, la guerre de sécession vise surtout à empêcher les États du Sud de faire sécession. Il faut du temps à Abraham Lincoln pour concevoir l'abolition de l'esclavage comme un objectif de guerre. De leur côté, Mathilde et Mary, toutes deux militantes abolitionnistes, unissent leurs forces pour défendre la cause de l'émancipation. Aux États-Unis, la majorité des migrants allemands vivent dans les États du Nord. Influencés par les idéaux de liberté des 48 arts, partisans convaincus de l'abolition face aux États esclavagistes du Sud, les Allemands américains embrassent majoritairement la cause de l'Union. Avec plus de 200 000 soldats, ils sont de loin les plus nombreux parmi les combattants étrangers. La guerre de sécession est le conflit le plus meurtrier des États-Unis, avec plus de 700 000 morts en seulement 5 ans. Elle prend fin le 31 janvier 1865, avec la ratification du 13e amendement de la Constitution américaine, qui abolit l'esclavage et la servitude involontaire. Sans plus attendre, Mathilde Anneke reprend le flambeau de la lutte féministe. Après la guerre de sécession, à la fin des années 1860, le mouvement pour le droit de vote des femmes prend véritablement de l'ampleur. Beaucoup sentent que le moment est venu de faire avancer cette cause. C'est dans ce contexte que Mathilde Anneke assiste à la création de la National Women's Suffrage Association, l'association nationale pour le suffrage des femmes, en 1869. Mathilde Anneke se rend alors à New York pour prononcer un discours à cette occasion. Elle le commence d'abord en anglais, avant de poursuivre en allemand. Je m'adresse donc à vous, mes chers compatriotes, dans la langue de notre patrie. À vous qui êtes habitués à notre façon de penser, vous qui avez grandi dans la lumière de nos philosophes et dont les cœurs chérissent la valeur humaine. Ne nous excluez pas. N'excluez pas la femme. N'excluez pas la moitié de l'humanité. Accueillez-nous et commencez l'œuvre d'une ère nouvelle. Honorez-nous comme vos égales. Donnez-nous les droits qui nous reviennent. Ces mêmes droits pour lesquels nous nous sommes battus dans une révolution sanglante qui nous a conduits dans ce pays. J'adore cette image de femme née en Allemagne qui prend la parole en allemand dans un contexte politique américain. Pour elle, parler sa langue et faire vivre la culture allemande, c'était aussi une façon de contribuer à la société américaine. Elle ne voyait aucune contradiction entre ces deux identités. Il ne s'agissait pas de choisir entre être allemande ou américaine. En tant qu'immigrée allemande, elle pensait être une meilleure américaine en restant elle-même. Le parcours hors du commun de Mathilde Anneke illustre la grande influence qu'ont eu les migrations germanophones sur le cours de l'histoire des États-Unis. Et en particulier cette génération de 48 arts qui ont insufflé à la démocratie américaine leurs idéaux progressistes et leur soif de justice. L'échec cuisant du printemps des peuples a marqué la fin d'une possible union des États allemands sous l'égide de principes démocratiques communs. Désormais,
Cette union se fera par le fer et par le feu, sous la domination du royaume de Prusse et de son chancelier, Otto von Bismarck. L'affrontement avec la France en constitue l'aboutissement et va provoquer un mouvement migratoire inédit sur le continent européen. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. En quelques mois, les troupes françaises, mal préparées et moins nombreuses, sont défaites par une coalition des États allemands. Suite à cette victoire, le chancelier Bismarck réunit au château de Versailles tous les représentants des États germaniques et saisit l'occasion pour proclamer la naissance de l'Empire allemand. Il exige de la France qu'elle leur cède l'Alsace et une partie de la Lorraine. À l'issue du traité de Francfort du 10 mai 1871, qui consacre l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand, les Alsaciens lorrains disposent de ce qu'on appelle d'un droit d'option, un droit d'option de nationalité. C'est-à-dire que, concrètement, on leur laisse la possibilité de choisir. Et donc, ils sont sommés de se prononcer, à savoir, alors l'Alsacien, c'est un Français ou c'est un Allemand ? Et ça va être une difficulté pour les Alsaciens qui, eux, n'avaient aucun problème à se dire « je suis Français de langue allemande ». L'Empire allemand donne aux Alsaciens et aux Lorrains 1 an, jusqu'au 1er octobre 1872, pour se décider. Les optants qui choisissent la nationalité française seront alors tenus de quitter le territoire. Donc sur une période très courte, on a 130 000 personnes qui partent. 130 000 personnes, ça correspond à quelque chose entre 8 et 10% de la population à l'époque. Donc c'est une émigration massive. Incrédules, les Alsaciens et les Lorrains vont attendre le dernier moment pour partir. Dans les gares et les mairies des grandes villes de l'Est de la France, les mêmes scènes se répètent. Des montagnes de bagages entassés et des longues files d'attente. Des familles entières demandent de l'aide ou des bons d'achat, un travail ou un billet de train. Leur sort émeut la presse nationale, qui lance des appels aux dons. Depuis 8 jours, les derniers liens matériels qui unissaient l'Alsace et la Lorraine à la France sont brisés. Tous ceux qui ont pu opter pour la nationalité française l'ont fait avec empressement. Et pendant les derniers jours du mois écoulé, les émigrants nous sont arrivés par milliers, fuyant le joug prussien. Ils sont partis à l'aventure, abandonnant tout et se confiant à la générosité de la mère patrie. L'historien Benoît Vaillot a retrouvé un courrier de la Société de protection des Alsaciens et Lorrains, daté du 1er août 1877. On y évoque la situation misérable de la famille Croiset, réduite à vendre ce qui lui reste de linge et de petits mobiliers. Pour cette famille, comme pour toutes les autres, tout va être fait pour les sortir du dénuement. L'option des Alsaciens lorrains va susciter un formidable émoi en France et un formidable élan de solidarité. Une myriade d'associations locales vont se constituer pour aider ces émigrés si sympathiques qui ont voulu conserver la nationalité française, même si des fois on ne comprend pas leur langue. Et puis, surtout, l'Alsacien ou le Lorrain de la fin du XIXe siècle n'a pas un tempérament révolutionnaire. Et donc ça rassure. Et c'est pourquoi ils sont très appréciés sur le marché du travail et qu'en définitive, les émigrés d'Alsace-Lorraine n'ont pas de difficulté à s'intégrer sur le plan économique puisque les hommes sont souvent qualifiés pour les tâches manuelles et les femmes sont soit institutrices, soit servent comme bonnes dans les familles bourgeoises. L'Empire allemand, désormais unifié, entend asseoir sa puissance en Europe. Et en cette fin du XIXe siècle, une puissance digne de ce nom possède des colonies. À Berlin, en 1884, où les puissances européennes se sont partagées l'Afrique comme on se partage un gâteau, l'Allemagne a notamment hérité du sud-ouest africain.
l'actuelle Namibie. L'Empire allemand y oriente le flux de ces migrants pour que ce territoire devienne sa première colonie de peuplement. Pour inciter les candidats à l'immigration à choisir cette destination exotique, le gouvernement déploie une vaste campagne de promotion à travers des brochures, des articles de presse et des expositions coloniales spectaculaires. Il dépeigne des territoires hauts en couleurs, souligne les nombreux avantages qui attendent les volontaires et vante les bienfaits civilisateurs de l'œuvre coloniale. La propagande cible tout particulièrement les jeunes femmes, car l'administration impériale veut à tout prix éviter le métissage entre les colons allemands et les femmes africaines. Pour encourager ces départs, la société coloniale allemande publie des récits, comme celui de Margaret von Eckenbrecher. Le fiancé de cette jeune institutrice berlinoise lui a dépeint l'Afrique comme un continent merveilleux. Alors, lorsque le gouvernement allemand offre des terres aux volontaires qui veulent y fonder un foyer, Margaret n'hésite pas une seconde. Le jeune couple part vers le sud-ouest africain, en avril 1902. Swakopmund sous le soleil avait l'air agréable et plein de promesses. Pour accueillir notre bateau à vapeur, des drapeaux flottaient sur les maisons qui se détachaient sur des dunes sombres. Nous attendions avec impatience de pouvoir débarquer. Debout sur le bastingage, je regardais vers notre terre promise et je me disais « Ta nouvelle patrie t'attend. Seras-tu heureuse là-bas ?» Nous avons vu un troupeau d'autruches, des antilopes, une famille de babouins sur un rocher, en traversant une région où le pied de l'homme n'a sans doute que rarement pénétré. À travers l'étude du journal intime de Margaret von Eckenbrecher, qui sera publié pour encourager les migrations allemandes dans le sud-ouest africain, l'historien Richard Tsogang-Fossi analyse comment le récit et les photos de Margaret participent à romancer la présence coloniale allemande. Nous avions ce sentiment exaltant que tout avait été créé de nos propres mains, avec beaucoup d'efforts et d'application. Notre maison était très confortable. J'ai même surpris un jour un blanc, vivant depuis longtemps dans le pays, qui, debout sur la porte de la véranda, était tout ému en contemplant notre jardin. Il m'avoua avoir une pointe de jalousie devant ce coin douillet au milieu de la nature sauvage. Au départ, Eckenbrecher, elle pense que c'est un espace abandonné des dieux, mais développe l'idée, n'est-ce pas, de l'ardeur allemande, de la bravoure allemande, qui va finir par faire de cet espace inculte un espace ruisselant, n'est-ce pas, de bonheur et de bien-être. En réalité, la présence allemande dans le sud-ouest africain repose sur la prédation. Dépossédés de leurs terres et de leurs troupeaux, deux peuples, les Herero et les Nama, ont été soumis au travail forcé. Pour le compte des occupants, ils cultivent les champs, construisent le chemin de fer et bâtissent les villes. Mais cela ne transparaît ni dans le texte ni dans les photos du livre de Margaret. Elle invisibilise leur travail. On va dire, les Allemands ont construit des ponts, ils ont construit ici, mais je vous mets à défi, si vous prenez des photos historiques, vous ne verrez pas un seul en train de creuser une route ou je ne sais pas quoi. Margaret enjolive sa vie de femme allemande dans le sud-ouest africain, afin de convaincre d'autres candidates au départ. Mais la cruelle réalité des rapports avec les populations Herero et Nama affleure dans certains passages. Je n'aimais pas cuisiner dans la chaleur, mais je devais être là. Sinon, on nous aurait tout volé à moitié cuit. Je n'arrivais que rarement à découvrir le coupable. Il mentait avec l'air le plus innocent du monde. Alors, je devais soit utiliser ma cravache, soit rester près du four. Elle le dit en des termes très anodins, mais
il y a des formes de violence imparables qu'il ne faut pas perdre de vue. À certains endroits, elle le dit, qu'elle s'est même servie du fouet, du cheval pour corriger des gens. Mais c'était le quotidien, parce qu'elle donne l'impression que c'était quelque chose d'accidentel, alors que ce n'était pas le cas. Les mauvais traitements et les humiliations quotidiennes des Allemands envers les héréros et les Namas poussent ces peuples à la révolte, en janvier 1904. Dans son livre, Margaret, craignant pour sa vie et celle de son jeune enfant, décrit à sa manière comment elle a perçu les premiers signes de ce soulèvement. Nous avions toujours été en bons termes avec nos voisins héréros. Et nous fûmes surpris lorsqu'un jour ils suggérèrent à mon mari qu'il serait préférable que je parte, que l'Afrique ne me convenait pas, que c'était un pays pour les hommes qui aiment la guerre. Ça, c'était un moment particulièrement pervers de sa construction romanesque. Parce qu'en fait, en construisant l'autre comme ce méchant, embusqué ou bien visible, il devient facile de faire comprendre aux gens qu'en fait, l'Allemand avait tout le droit d'employer les moyens à sa disposition pour se défendre, quelles que soient les proportions de cette défense. C'est à ça qu'elle veut en venir. Face à l'ampleur de la révolte, l'Empire allemand mandate le général Lothar von Trotha pour y mettre fin de la manière la plus radicale. Le 2 octobre 1904, estimant que les héréros ne peuvent plus être considérés comme des sujets allemands, il émet l'ordre de tous les fusiller à l'intérieur de la frontière allemande. Cet ordre entraîne la mort de 80% des 65 000 héréros, ainsi que la moitié des 20 000 Namas. Les survivants sont enfermés dans des camps de concentration. Dans son récit qu'elle publie en 1907, Margaret n'évoque pas l'ordre du général von Trotha, bien qu'il soit connu et débattu devant les députés du Reichstag. Pour que son rêve de reproduire un foyer allemand perdure, Margaret choisit de passer sous silence, ce qui constitue le premier génocide du XXe siècle. Son livre va connaître un vrai succès, accompagnant la venue de milliers de migrants, femmes et hommes, sur les terres prises par les troupes de von Trotha. La colonie de peuplement du sud-ouest africain va atteindre 13 000 habitants à la veille de la Première Guerre mondiale. Elle ne sera abandonnée qu'en raison de la défaite allemande. Au début du XXe siècle, une véritable cité de transit est mise en place à Hambourg, que l'on surnomme désormais la porte d'entrée sur le monde. La grande majorité des migrants allemands continuent de choisir comme destination les États-Unis. Ils sont 1,3 million jusqu'à la Première Guerre mondiale. La population germanophone aux États-Unis dépasse maintenant les 5 millions de personnes. Or, en 1913, une nouvelle loi allemande élargit la définition de l'appartenance nationale. C'est le résultat de l'influence du pangermanisme, un mouvement intellectuel qui veut réunir tous les peuples germanophones d'Europe, puis, à terme, du monde entier. Pourquoi ? Eh bien parce que les pangermanistes, ils se rendent compte qu'il y a des millions d'Allemands présents dans le monde. Et que ces millions d'Allemands, on n'en fait rien. Et eh bien, les pangermanistes veulent récupérer ces populations-là. Ils veulent récupérer ce qu'ils voient comme des relais d'influence, mais ils veulent aussi récupérer le sang allemand, c'est-à-dire cette population qui est perdue pour l'Allemagne, mais qu'il faut récupérer. C'est ainsi que du jour au lendemain, des Allemands de 2e ou 3e génération, nés aux États-Unis, au Brésil ou en Argentine, peuvent se réclamer de la nation allemande. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, cette double appartenance éveille les soupçons du gouvernement américain, qui appelle ses citoyens à se méfier des espions.
La paranoïa se répand et tout Allemand devient une potentielle menace. Le gouvernement promeut ce qu'il appelle un américanisme à 100%. Une idée selon laquelle on ne peut pas être à la fois allemand et américain. Il faut choisir son camp. À cela s'ajoutent de fortes pressions sociales et des lois qui interdisent de parler allemand en public. Dans l'Iowa, par exemple, il est interdit de téléphoner en allemand. Beaucoup de règles se mettent en place, contraignant les citoyens allemands à cacher leur identité. Dans beaucoup d'écoles, on cesse d'enseigner l'allemand comme langue étrangère. De nombreux témoignages de harcèlement ont aussi été recensés, et même des agressions violentes envers les immigrés allemands. Le cas le plus connu est celui de Robert Prager. Robert Prager est un mineur de Collinsville dans l'Illinois, originaire de Dresde en Allemagne. Il veut rejoindre le syndicat pour pouvoir demander une augmentation de salaire. Non seulement sa candidature est refusée, mais il est accusé d'être un espion et sommé de quitter la ville. Robert proteste et placarde dans les rues une lettre. J'ai toujours été du côté du syndicat. De toute ma vie, je n'ai jamais été un briseur de grève. C'est pour cette raison que je fais appel à vous. En ce qui concerne ma loyauté, je dirais que je suis de tout cœur avec les bons vieux États-Unis d'Amérique, et que si je suis d'origine allemande, c'est un accident auquel je ne peux rien. Et j'ai la ferme intention d'obtenir la citoyenneté américaine. L'insistance de Robert Prager enrage les syndicalistes. Une poignée d'entre eux se rend à son domicile pour lui faire passer l'envie de réclamer. Et la situation dégénère quand une foule de 200 à 300 hommes l'attrape et le traîne au sol dans les rues. Ils voulaient le goudronner et le couvrir de plumes, mais ils n'ont pas trouvé de goudron. Alors, ils l'ont pendu. Robert Prager a été lynché après avoir été forcé d'embrasser le drapeau américain. Les assassins seront jugés et acquittés afin d'éviter de mettre le feu aux poudres. Un peu partout aux États-Unis, des Américains germanophones sont recouverts de goudron et de plumes. Des boutiques sont saccagées, des livres brûlés. Ces événements marqueront profondément les esprits, bien qu'ils restent minoritaires au regard de la masse de la population allemande aux États-Unis. Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale. Vaincue, l'Allemagne signe le traité de Versailles qui l'oblige à rendre l'Alsace et la Lorraine, à réduire drastiquement son armée et à payer de lourdes réparations financières. La jeune République de Weimar entend se relever de la guerre en insufflant plus de démocratie et de justice sociale. Mais les conditions du traité de Versailles sont intenables et le pays plonge dans la récession. Pour les Allemands qui souhaitent fuir la crise, les opportunités sont désormais limitées. Les communautés germanophones ont beau être présentes dans le monde entier, la guerre les a rendues presque partout indésirables. En Russie, les Allemands installés depuis 150 ans sur les bords de la Volga sont en butte aux persécutions du nouveau pouvoir bolchevique. En Afrique, les colonies allemandes sont un butin de guerre que se partagent les Français, les Anglais et les Belges. Aux États-Unis, enfin, l'Immigration Act de 1924 limite par quota la venue des travailleurs germanophones. La seule destination qui s'offre à eux est l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil. Les migrants, qui arrivent au lendemain de la Première Guerre mondiale, constituent, avec plus de 70 000 personnes, le pic de l'immigration allemande au Brésil. Ils vont rejoindre les communautés germanophones qui se sont installées dans le sud du pays au fil du XIXe siècle.
Le mouvement pangermaniste, en opposition totale aux valeurs progressistes de la République de Weimar, s'intéresse de près à ces communautés qu'il désigne comme les Allemands de l'extérieur. L'historienne Marionnille de Brépaul a étudié l'influence du mouvement pangermaniste sur ces Allemands du Brésil. On retrouve leurs traces dans un ancien centre d'hébergement de migrants, devenu le musée de l'immigration de São Paulo. En 1910, 6000 personnes sont affiliées à la Ligue pangermanique au Brésil. Elle finance les écoles, les manuels scolaires, mais aussi les livres de catéchisme de l'Église luthérienne et inonde le pays de littérature allemande à des prix très très bas. Au dos des cahiers qui venaient d'Allemagne figurait la devise « Souviens-toi que tu es allemand ». Donc depuis l'enfance et jusqu'à ce qu'il commence à travailler, ces personnes baignaient dans un monde à part, replié sur lui-même et centré sur la culture allemande. Pour renforcer la cohésion et l'identité de ces communautés dans un pays majoritairement catholique, la Ligue pangermanique organise avec l'Église luthérienne l'envoi de missionnaires au Brésil. L'un d'eux, Friedrich Wilhelm Brépaul, est né le 3 avril 1879 à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne. Marionnille de Brépaul s'est particulièrement intéressée à cet ancêtre de sa belle famille. Il n'a que des mauvais souvenirs de son père. Il rentrait très tard à la maison, il parlait fort et buvait beaucoup. C'était un dirigeant syndical du SPD. Quiconque connaît un peu l'histoire de l'Allemagne sait très bien l'importance du Parti social-démocrate. C'était l'un des premiers partis de gauche en Europe. Donc il était en totale rébellion contre son père. Dans la maison de mes grands-parents, mon père était considéré comme un fils perdu. Mon grand-père ne le mentionnait que comme un ivrogne ou un social-démocrate. C'est de là que vient ma haine mortelle pour les sociodémocrates. Brillant dans ses études de théologie, Friedrich est dépité face à une société allemande qu'il juge toujours plus décadente et libertine. Lorsqu'en 1924, le département des missions de l'Église évangélique lui propose de partir au Brésil, il y voit l'occasion de sortir de ce marasme. Son premier contact avec les Allemands du Brésil se fait dans la région du Paraná, au sud du pays, avec des minorités protestantes, des Ménonites, qui ont fui la révolution russe. Friedrich s'enthousiasme devant la ferveur intacte de ces communautés, restées fidèles à leurs racines. Nourri aux idées du pangermanisme, Friedrich est persuadé que l'âme allemande peut traverser les frontières. La patrie est cet espace intérieur qui peut être recréé à tout moment et en tout lieu. Ce sentiment, nous pouvons l'emporter avec nous partout où nous allons. C'est pourquoi la patrie n'est pas la même chose que le pays. Lorsque les travailleurs immigrés terminent leur travail et parlent à leurs camarades de leur pays d'origine, de leurs coutumes et de leur culture, ils entretiennent ce Volkstum. La notion de Volkstum signifie que Dieu ne nous considère pas comme des individus, mais en tant que peuple. Donc si vous faites partie du peuple allemand, vous devez lui rester fidèle parce que selon la Bible, chaque peuple doit suivre sa vocation. Et donc le grand danger, c'est le métissage. Peu importe la raison pour laquelle ces Allemands sont arrivés ici, ils doivent rester allemands. Ils représentent la patrie allemande au Brésil et doivent donc conserver leur langue et leur religion. Toute l'idée du pangermanisme est là. Lorsque surgit le national-socialisme, Friedrich et la grande majorité des pasteurs allemands au Brésil adhèrent à cette idéologie. Ils y voient l'avènement de la Grande Allemagne.
Tous les Allemands alignés sur le pangermanisme ont réagi de la même façon. Aux États-Unis, en Argentine ou au Brésil. Il y a eu une propagande massive des nationaux-socialistes à l'étranger qui disait « Le temps de la rédemption est arrivé, le Sauveur est là, l'Allemagne a atteint son apogée ». Avec ses 2822 membres, la section brésilienne du parti nazi est la plus grande au monde, en dehors de l'Allemagne. Craignant des velléités séparatistes, le gouvernement brésilien finit par interdire le parti. Les militants les plus actifs, comme Friedrich Brepaul, sont arrêtés. Les écoles allemandes sont fermées et il sera interdit de parler allemand en public. Le nazisme n'a fait que détruire l'énorme contribution culturelle qu'aurait pu nous apporter la culture allemande, à savoir la langue, le théâtre, la peinture, la musique. Et tout cela a non seulement été détruit, mais aussi abandonné par les enfants de ces immigrants et leurs descendants. Les crimes contre l'humanité perpétrés par le régime nazi vont profondément dégrader les relations entre les populations germanophones et leur société d'accueil. En Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique, en Russie, de nombreuses institutions, écoles et églises communautaires seront dissoutes. Des villes édifiées par ces migrants seront rebaptisées, des rues renommées, et la pratique de la langue allemande dans ces pays va décliner. Être allemand va devenir honteux. Certains descendants de migrants changeront leur nom et abandonneront leurs traditions. Cette présence massive et séculaire s'est peu à peu effacée de la mémoire collective. Elle est pourtant manifeste pour qui sait la reconnaître. Les Américains d'origine allemande forment aujourd'hui, avec près de 50 millions de personnes, le plus grand groupe ethnique aux États-Unis, devant les Anglais et les Irlandais. On les retrouve derrière les symboles les plus célèbres de la culture américaine. Mais qui se souvient, en enfilant son jean, qu'il a été inventé par un immigré allemand du nom de Levi Strauss, né à Buttenheim, ou en savourant son hamburger, que celui-ci tire son nom de la ville de Hambourg, et que le ketchup aussi est une invention d'un migrant allemand. Qui se souvient aux États-Unis comme au Brésil que la tradition de Noël avec ses sapins, ses marchés et ses décorations a été amenée par l'immigration germanophone? Les Argentins aussi l'ont oublié. Mais l'instrument phare du tango, le bandoneon, est arrivé dans les valises des migrants allemands. Au cours de 3 siècles, que ce soit dans l'essor de l'industrie, dans les luttes pour l'émancipation des esclaves et des femmes, ou dans les rapports avec les populations autochtones, qu'ils soient colonisateurs ou asservis par contrat, qu'ils soient puissants ou misérables, les migrants allemands, dans cette place particulière qui a été la leur, ont profondément marqué l'histoire de ces pays. C'est l'histoire oubliée des migrants germanophones. Ils ont été des millions à avoir façonné notre monde.